Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le jeudi 3 juin. Voici les titres de cette édition. Après la victoire hier en amical contre le Pays de Galles, l'équipe de France de football continue sa préparation pour l'Euro 2020 dans les Yvelines et c'est une tradition depuis 1988. Les Bleus s'entraînent à Clairefontaine. Retour sur cette histoire liée avec le département. Et puis l'Euro sera-t-il l'événement de relance du football amateur? Nous poserons la question à notre invité Jean-Pierre Meurillon, président du district des Yvelines. Rencontre avec les parents de la petite Léana. Cette Yvelinoise de 11 ans est atteinte d'une maladie génétique très rare, le syndrome cardio-fascio-cutané. Comment vit-on sa parentalité lorsque l'on a un enfant en situation de handicap? Portrait à suivre. Enfin, découverte à la fin de ce journal de la trichothérapie. Il s'agit d'un soin énergétique du cheveu, une méthode qui ne nécessite aucun produit et qui a pour objectif d'apporter détente et bien-être. Et nous avons pu la tester à Voisins-le-Bretonneux. Et nous serons également tout à l'heure au lycée des 7 Mares à Morpas. Les élèves de l'établissement ont organisé leur premier éco-festival. Le but, sensibiliser au développement durable et à la surconsommation. Et J-8 avant le début de l'Euro 2020, le match d'ouverture est au programme vendredi 11 juin. Turquie-Italie depuis la ville de Rome. Le tournoi de football reporté à cette année en raison de la crise sanitaire se déroulera du 11 juin au 11 juillet et en tout dans 11 pays différents. Et pour préparer l'échéance, comme d'habitude, les Bleus vont se préparer à Clairefontaine dans les Yvelines. Michael Elmidoro est avec nous pour parler de cette histoire. Bonsoir. Bonsoir. Histoire avec le site yvelinois qui a débuté il y a longtemps. Justement, quand a-t-elle débuté cette histoire entre l'équipe de France et Clairefontaine? Alors c'est une histoire assez récente finalement. Avant l'ouverture de Clairefontaine, l'équipe de France avait l'habitude de se rassembler en région parisienne. Les Bleus ont par exemple préparé la Coupe du Monde 82 et l'Euro 84 à Jouan-Josas dans les Yvelines. C'est d'ailleurs juste avant cet Euro que la Fédération française achète le domaine de Montjoie dans la forêt de Rambouillet pour construire le centre de Clairefontaine sous l'impulsion de Fernand Sastre. Après plusieurs années de travaux, l'équipe s'installe officiellement sur le site en 1988 avec une inauguration en grande pompe par le président de la République de l'époque, François Mitterrand. Ils ne quitteront plus Clairefontaine. Donc une histoire de 33 ans, somme toute assez longue, mais à l'échelle effectivement de l'histoire du football, c'est une histoire assez récente. Alors concrètement, à quoi sert ce centre de Clairefontaine pour les équipes de France? Alors le centre technique national a pour objectif de regrouper les équipes de France de football dans un espace de performance de 56 hectares, dans un écrin à l'abri des regards. Et pour la pratique du haut niveau, le site comprend aujourd'hui 6 terrains de gazon naturel, 2 terrains en pelouse artificielle, des terrains couverts, un gymnase, des salles de musculation, 16 vestiaires, des piscines d'eau froide, une salle média, des installations médicales et surtout un château pouvant abriter les joueurs pendant les rassemblements et les compétitions internationales. Bref, tout est fait pour permettre aux joueurs de performer. Et quel est le palmarès des Bleus depuis leur installation à Clairefontaine? L'équipe de France masculine a écrit les plus belles pages de son histoire sur ce site. Il y a bien sûr eu la consécration un certain 12 juillet 1998 avec la première victoire de la France à la Coupe du Monde. Les Bleus de Zidane avaient préparé la compétition et surtout la finale contre le Brésil dans le centre yvelinois. Pour la petite anecdote, 15 arbres ont été plantés sur le site pour symboliser les 15 buts des Bleus pendant la compétition. 2 ans plus tard, la France gagne l'Euro face à l'Italie. Il y a eu cette finale de Coupe du Monde perdue en 2006. Et enfin, la victoire de 2018, la deuxième en Coupe du Monde avec la bande à Griezmann, Pogba et Mbappé. Au total, toutes les équipes de France de football ont remporté 25 titres depuis l'installation à Clairefontaine. Et on espère qu'un nouveau trophée arrivera sur les étagères cet été après l'Euro. Ne crions pas victoire trop tôt. Merci. Jamais crié victoire trop tôt. Merci Mickaël, en tout cas pour toutes ces explications. Et Jean-Pierre Meurillon est avec nous par visioconférence. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du district de football des Yvelines. Petite réaction déjà à ce que l'on vient d'entendre. Être le district de France qui accueille sur son sol justement ce centre technique national de Clairefontaine, j'imagine que c'est une fierté. Oui, c'est une fierté et puis nous en profitons également puisque on fait là-bas un certain nombre de formations, on fait là-bas la formation de nos arbitres. Bref, on profite de la proximité de Clairefontaine vis-à-vis des Yvelines, bien sûr. Donc le district peut profiter de ces installations. Cela a rendu possible, à votre avis, les victoires de l'équipe de France? C'est une explication, ce centre de Clairefontaine, qui est alors à proximité de Paris, mais qui bénéficie d'un cadre tranquille pour préparer ces compétitions? Quand on connaît l'installation de Clairefontaine, oui, les joueurs là-bas, les joueurs et le staff, etc., ils sont à l'abri de tout, ils sont loin et ils sont dans la nature. Il suffit de visiter Clairefontaine pour comprendre que c'est un plus.
Et donc avec ses victoires en 98, en 2000 également, vous le disiez Mickaël, en 2018, il y a eu aussi cet Euro 2016 qui était en France avec une accession en finale pour l'équipe de France. Alors l'Euro 2020, c'est dans 8 jours, Jean-Pierre Meurion, avec ce match d'ouverture, on le disait, Turquie-Italie à Rome. La France, elle, défiera l'Allemagne pour sa première, ce sera le 15 juin à Munich. Est-ce que vous êtes confiant vis-à-vis de cette équipe de France ? Vous savez, oui, quand on voit l'équipe de France jouer, on ne peut qu'être confiant. Ceci étant dit, le football a ça d'intéressant, c'est que c'est sur le terrain que ça se joue. Après, on peut être les meilleurs, ce qu'il faut, c'est être meilleur sur le terrain. Et on verra ce qu'il en est pour l'équipe de France qui débute sa compétition le 15 juin avec des joueurs, on le cite, qui ont en plus été formés dans les Yvelines. On peut citer Kylian Mbappé qui est passé par l'INF Clairefontaine, mais aussi les Parisiens ou ex-Parisiens, Kimpembe, Coman, Rabiot, qui ont été tous formés au camp des loges à Saint-Germain-en-Laye. Alors cet événement, Jean-Pierre Meurion, c'est un peu aussi le retour du football comme on l'aime, avec des matchs internationaux, avec un peu de public également dans les tribunes. J'imagine qu'il s'est attendu aussi avec impatience par le président du district de football des Yvelines que vous êtes. Absolument, ça fait trop longtemps qu'on ne peut pas jouer au foot. Faut se rappeler que ça s'est arrêté au mois de mars 2020. Ensuite, ça a repris, mais ça s'est arrêté au mois d'octobre. Et enfin, au mois de juin, à partir de la semaine prochaine, d'ailleurs du prochain week-end, oui. Nous avons à nouveau organisé, non pas des compétitions bien sûr, mais des actions dans le foot, que ce soit pour les féminines, pour les U18, les U16, les U14, le foot d'animation, etc. Et pendant tout le mois de juin, les clubs vont enfin rejouer au football, bien sûr. On va parler bien sûr de ce retour et de ce déconfinement du football. Alors, est-ce qu'un bon parcours ou au contraire un mauvais parcours peut influer justement sur le nombre de licenciés à un niveau départemental dans les Yvelines ? Est-ce que ça peut jouer ? Oui, ça peut jouer. D'ailleurs, ça joue. Il faut savoir que à la suite de l'Euro 2016, on a augmenté notre nombre de licenciés d'un peu plus de 1000. Après la Coupe du Monde, après 2018, donc on a augmenté de 4,34%, ce qui est quand même important. Et après la Coupe du Monde féminine en 2019, on a augmenté le nombre de joueuses féminines, de près de 19%. Donc on voit bien, alors que si on regarde les autres saisons, ça ne s'est pas du tout passé de cette façon-là. Une Coupe du Monde féminine qui était aussi en France, ouais. Alors au 31 octobre, la FFF accusait une perte de 123 900 licenciés pour le football animation. Alors ça, c'est au niveau national, à l'échelle nationale. Aujourd'hui, quelle est la situation en termes de licenciés ? Est-ce que le football yvelinois a grandement souffert de cette crise sanitaire, du point de vue des licenciés ? Absolument. Alors nous avons perdu 3200 licenciés entre la saison dernière et cette saison, c'est-à-dire à peu près 8%. Mais il faut savoir que la saison précédente, on en avait déjà perdu un certain nombre également, puisque je rappelle que ça s'est arrêté au mois de mars 2020. Oui. Et si on compare la situation de cette saison-ci avec la dernière situation quand il n'y avait pas le Covid, on a perdu 11,30% de nos licenciés, c'est-à-dire 4700 licenciés. Ce qui est quand même considérable. Combien de licenciés aujourd'hui dans les Yvelines, du coup ? Alors là, nous en avons 36 859 exactement, près de 37 000, alors qu'habituellement, on en a 41. Je le disais, le football amateur va reprendre peu à peu ses droits. Alors c'était déjà le cas, il y avait une pratique sans contact qui était autorisée après un accord entre la FFF et le ministère des Sports. Les mineurs, eux, ont repris une pratique normale depuis le 19 mai avec aussi la compétition qui a pu reprendre pour eux. Est-ce que tout s'est bien déroulé ? Est-ce que de petits tournois, on va dire à une petite échelle avec la crise sanitaire, ont pu être organisés depuis le 19 mai ? Alors oui, nous avons attendu bien sûr, ça a été annoncé le 12 mai avec la possibilité de reprendre à partir du 19 mai. Nous, on a laissé le temps aux clubs de s'organiser eux-mêmes, et pour ceux qui ne souhaitaient pas s'organiser entre eux, eh bien nous avons organisé nous-mêmes. On a demandé aux clubs de s'inscrire donc sur un certain nombre de catégories, donc le foot d'animation, et puis ensuite les moins de 14 ans, les moins de 16 ans et les moins de 18. Les moins de 18 seulement à partir au-delà du 9 juin. Puisque le premier week-end, parce que les 18, il y en a qui sont des majeurs, donc ceux-là, il fallait qu'on attende le 9 juin. Et donc ça reprend pendant tous les week-ends du mois de juin. Justement, une dernière question sur les majeurs qui, eux, vont pouvoir reprendre une pratique normale à partir du 9 juin. On imagine que la saison prochaine se prépare. Est-ce que les dates sont d'ores et déjà fixées pour la reprise des compétitions, ou vous travaillez encore sur le sujet en ce moment ? Alors, on travaille encore sur le sujet parce que il faut savoir que les calendriers dans les districts ne peuvent se faire qu'une fois qu'on connaît les calendriers des ligues, et les ligues elles-mêmes ne peuvent le faire qu'une fois que les calendriers des championnats nationaux sont connus. Et là, ils sont connus depuis 48 heures.
On connaît aussi les premières dates de la Coupe de France, par exemple. Mais pour l'instant, nous attendons et bien entendu, on va tenir les clubs informés dès qu'on aura établi les calendriers. Merci Jean-Pierre Merillon d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Et je le rappelle, vous êtes le président du district de football des Yvelines. Des jeunes qui sensibilisent des jeunes. Au lycée des Sept Mares à Maurepas, les élèves ont organisé la première édition de leur éco-festival autour de diverses sources de pollution, exposition, sensibilisation et gestes éco-citoyens. Retour sur ce temps fort dans l'établissement avec Mélanie Poquet et Astrid Bergère. Entre deux cours, les élèves farfouillent parmi les rayons. Depuis ce matin, une friperie a pris place au lycée des Sept Mares de Maurepas. Des vêtements gratuits avec derrière une sensibilisation à la pollution textile. On veut montrer à quel point la pollution textile, c'est vraiment une pollution qui impacte beaucoup l'environnement. En fait, c'est la deuxième plus grande pollution. Et aussi, on voulait dire que, par exemple, juste pour créer un jean, c'est entre 7000 et 10 000 litres d'eau potable qui est gâchée. C'est assez simple de changer notre manière de consommer. Surtout dans la pollution textile, parce que en fait on peut recoudre nos vêtements, on peut les réparer, on peut les personnaliser, et aussi il y a beaucoup de friperies qui existent. Pollution textile, mais aussi numérique, alimentaire et des transports, 4 thématiques sur lesquelles les lycéens sont sensibilisés, accompagnés par leurs professeurs et organisés comme un circuit dans un musée. J'ai suggéré l'idée de cette exposition de choc. Et les élèves, donc les élèves du CVL, les éco-délégués, tous les élèves avec qui on travaillait sur le développement durable ont été tout de suite très partants. Et petit à petit, on a construit cette exposition, des ateliers se sont rajoutés. Ce projet qui devait être petit à la base est devenu quelque chose d'un peu impressionnant. Et franchement, je tiens à le dire, l'équipe d'élèves qui a travaillé sur ce projet sont incroyables. C'est-à-dire qu'ils se sont investis à 300%. Pensé dès novembre 2020, cet éco-festival est organisé sur 2 jours dans l'établissement maurepasien. À Coignères, l'épicerie du centre commercial Le Village, situé au niveau de la résidence des Acacias, fermée administrativement. Une décision valable pour 6 mois est prise par la préfecture des Yvelines suite à la sollicitation du maire de la commune. Et Didier Fischer réclamait cette fermeture depuis 1 an. La raison, une ouverture toute la nuit avec un accès en arrière-boutique et la vente d'alcool et de cigarettes de contrebande. L'établissement crée également des attroupements et la consommation d'alcool sur la voie publique. Écoutez le maire de Coignères interrogé par Mélanie Poquet. Un épicier qui ouvre toute la nuit, c'est pas normal, d'autant qu'il y a un arrêté de fermeture à 23h, donc il était ouvert toute la nuit. Alors, ouvert, pas forcément d'une manière très visible, avec ces rideaux abattus, évidemment, et pour qu'on ne puisse pas voir la lumière à l'intérieur. Il y a peut-être aussi d'autres trafics. Il y a eu une enquête, évidemment, de la police ces derniers mois. La fermeture voulue comme première étape d'un projet de redynamisation du centre commercial des Acacias. Une concertation aura lieu en octobre auprès de la population. Et direction à présent Naufle-le-Vieux. Aurélie et Gaël Perrault sont les heureux parents de 3 enfants, 2 garçons, Mathis et Nathan, et une fille, Léana, qui est atteinte du syndrome cardio-fascio-cutané, une maladie génétique très rare. Comment vit-on sa parentalité lorsque l'on a un enfant en situation de handicap? C'est notre portrait du jour, signé Éléonore Sinoquet et Mélanie Poquet. Coucou Titi. Elle est bien coiffée. En plus, t'es bien coiffée ce soir. Comme tous les soirs, à Naufle-le-Vieux, Aurélie et Gaël Perrault accueillent leur fille qui rentre de sa journée en institut. Léana, 11 ans, est handicapée. Elle est atteinte du syndrome cardio-fascio-cutané. C'est un syndrome très rare en fait et qui impacte à la fois donc, sa peau, son cœur et heureusement pour nous, Léana, que ce soit au niveau cardiaque ou au niveau cutané, n'a pas de problème particulier. Par contre, au niveau de la nourriture, de l'oralité, c'est très compliqué puisqu'elle est nourrie par une sonde. Déjà parents de Mathis, 15 ans, Aurélie et Gaël accueillent des jumeaux en 2009, Nathan et Léana. Cette deuxième grossesse change alors complètement la parentalité du couple. Disons qu'avec son grand frère, on avait entre guillemets nos habitudes. Donc nous, d'avoir des jumeaux, c'est pas quelque chose qui nous faisait forcément peur. Mais après forcément avec le handicap ça remet tout en question et puis c'est des nouvelles habitudes. Avec Léana, du jour au lendemain tout peut s'accélérer donc
C'est savoir s'adapter et travailler en équipe. Je pense que la résilience est quelque chose d'important pour des parents d'enfants handicapés parce qu'il faut savoir avancer avec cette différence et construire la vie différemment de celle des autres. À la naissance des jumeaux, Aurélie cesse de travailler. Léana a besoin d'une surveillance constante. Hospitalisée pendant les premières années de sa vie, les médecins ne feront un diagnostic qu'au bout de 3 ans. Une longue période de doute, d'angoisse et même de culpabilité pour les parents. Ça a été 3 années très longues pour nous. On était un peu en errance de diagnostic et on essayait de comprendre la situation parce qu'on avait une petite fille qui ne s'alimentait pas. Savoir que c'était un syndrome non héréditaire, en fait, c'est la faute à pas de chance. Voilà, Léana, elle a eu ce gène qui a muté. Ça nous a permis d'enlever cette chape de plomb sur nos épaules et de lever une culpabilité certaine. Passé le choc et la culpabilité, la force prend le dessus. Après de longues recherches, Léana est admise à 6 ans dans un institut spécialisé. Prise en charge la journée, la petite rentre le soir à la maison. Un quotidien désormais bien rodé pour les parents. Oui, on va y aller. Pour faire face aussi au handicap de leur enfant, Aurélie et Gaël ont créé une association en 2015. Nommée Au fil de Léana, cela leur a permis de rompre l'isolement. C'était très important pour moi en fait de montrer le handicap et de plus se sentir en dehors de la société parce que pendant 6 années je me suis considérée comme en dehors de la société avec ma fille. Ça a créé du lien autour de nous, du lien social et c'est vrai que ça nous a apporté une force et moi voilà, je refuse de dire que c'est difficile pour nous, pour ses frères parce que du coup Léana nous ouvre à beaucoup de choses, à d'autres personnes, à d'autres univers et qui sont très riches. Avec l'association La Famille s'est aussi découverte une passion commune, le sport, entre course à pied et vélo, de quoi partager des moments hors du quotidien. Cet événement se tient pour une 18e édition. Rendez-vous au jardin est au menu à partir de demain vendredi, c'est jusqu'à dimanche. L'objectif, sensibiliser et faire découvrir à tous la diversité, la richesse des jardins. À cette occasion, de nombreuses animations sont organisées à Saint-Quentin-en-Yvelines. Les plus beaux parcs et jardins de l'agglomération s'ouvrent à vous, au gré de balades commentées, de rencontres ou de marches insolites. Programme complet sur le site du musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. Avant de refermer ce journal, connaissez-vous la trichothérapie ? C'est un soin énergétique du cheveu. La coupe coûte une centaine d'euros et dure plus d'1 heure. Elle permet de libérer les tensions présentes dans le corps. Notre journaliste Astrid Berger a pu tester ce soin, accompagnée d'Éléonore Sinoquet. Nous sommes ici à Voisins-le-Bretonneux, devant le salon de bien-être de Claire Gel, qui est coiffeuse énergéticienne, et nous allons tester la trichothérapie. Alors c'est une coupe de cheveux énergétique qui doit harmoniser le corps et l'esprit. Allons voir ça de plus près. Nous sommes avec Claire Gel, bonjour. Bonjour. Vous êtes coiffeuse énergéticienne. Absolument. Quel est le but final de cette coupe énergétique ? Alors le but final de cette coupe de cheveux énergétique, elle va être de stimuler tous vos bulbes pileux, de stimuler votre énergie vitale, de détoxiner vos cheveux, de vous apporter un effet bonne mine immédiat. Maintenant que vous nous avez expliqué la théorie, on va passer à la pratique ? Eh bien avec plaisir, je vous suis. Là, je commence donc la première partie, qui est le massage énergétique crânien, où je vais venir stimuler tous les méridiens et inviter notre sujet du jour à entrer dans son monde intérieur. Déposez votre énergie dessus, votre intention. Donc là, je vais mouiller toute la chevelure à la main. Là, je passe à la deuxième partie où je vais venir déstructurer le cheveu en stimulant tous les petits bulbes pileux. Je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à repartir avec vos cheveux et puis à trouver l'élément qui va correspondre le mieux à cette transformation, à cette conscientisation. Nous sommes sur la troisième et dernière partie, on appelle ça la restructuration et l'harmonisation au rasoir. Je ventile la chevelure afin de la sécher et avec le coupe-chou, je lisse tout simplement les écailles, ce qui va apporter beaucoup de brillance, de souplesse. Voilà, la coupe énergétique est terminée. On voit que mon cheveu est plus doux, plus souple, l'esprit aussi.
Combien il y a de coiffeurs énergéticiens dans le monde ? Alors nous sommes 250 coiffeurs énergéticiens qui avons été formés dans l'académie de Gilles Andrieux. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et très belle soirée avec TV78.